la TIH démontrant que seulement 2% des entrées en hospitalisation en 2020 étaient dues au Covid circulent activement sur Internet. Nos fact-checkers vous disent pourquoi il faut s'en méfier. Une information rapporte qu'en Angleterre, la proportion de morts parmi les vaccinés est supérieure à celle parmi les non-vaccinés. Une donnée réelle, mais à remettre dans son contexte. Est-il exact que Pfizer est la société pharmaceutique la plus condamnée de la dernière décennie? Oui, mais c'est un peu plus compliqué que cela dans les faits. Impossible de ne pas tomber au détour d'une navigation Internet sur ces articles censés vous remettre l'esprit à l'endroit. Tant de prétendus décodeurs, chasseurs de fake news et waxbusters qui sont en fait des réencodeurs, brouilleurs et véritables chiens de garde de la doxa. Ils sont même allés à l'encontre de l'inscription disant sur les boîtes des masques qu'ils ne protégeaient pas des infections. Bientôt, ils seront prêts, sans sourciller, à défendre que 2 + 2 = 5, tant que cela colle avec leur idée du conge bien. Vous trouvez cela logique et sensé, vous préférez aux technocrates le sens des réalités. Bienvenue dans Forza, un espace de débat unique en Corse. Forza, 2e édition, en partenariat avec Féondélien 2A, le pass sanitaire ne nous fera pas taire. Donc nous sommes en direct du QG de campagne de Magaé, Tori à Casalec, chez notre ami André. Donc vous savez que nous sommes en configuration café politique, meeting, donc avec les droits qu'on nous autorise encore. Je suis Emilien Bartoli, je suis simple citoyen. Là, en l'occurrence, ce soir, j'anime cette émission en l'absence de ma collègue Lily. Voilà, on va essayer de se débrouiller, j'espère, provisoire son absence. Et nous sommes plusieurs ici, je pense, à être amoureux de la politique, mais la vraie politique au sens noble du terme, pas celle des partis, celle de la vie de la cité, littéralement. Et nous allons ce soir débattre justement d'où sommes-nous en démocratie, et avec un invité en particulier, Jean, qui est à la fois infirmier et pompier, et donc qui a une position délicate évidemment, notamment depuis le 12 juillet, mais même avant, il a pu être témoin de toutes les contradictions de la politique gouvernementale et de à quel point les mesures prises n'étaient pas ressenties par le personnel de l'hôpital comme purement sanitaire. Mais bon, je ne vais pas parler à sa place. Je vais te laisser te présenter. Bonsoir, merci de ton invitation. Je m'appelle Jean, je suis infirmier et pompier depuis 16 ans. Voilà, infirmier depuis 4 ans, pompier depuis 16 ans. Voilà, et donc du coup, effectivement, on a pu voir différentes contradictions au niveau du discours du gouvernement par rapport justement aux actions qui étaient mises en œuvre au niveau de l'hôpital. Donc toi, quelle a été ta première alerte, on va dire, à quel moment tu t'es dit il y a quelque chose qui colle pas entre ce qu'on nous vend à la télé, ce que je vois sur le terrain, ou quelles mesures t'ont paru un peu fantaisistes ou bizarres dans le contexte d'une pandémie? Alors au niveau du terrain, c'est un peu particulier dans le service où j'étais, dans le sens qu'on n'a pas vu spécialement une resurgence de gens malades. Et j'ai commencé à me poser des questions, notamment avant le mars 2020, quand on voyait justement que ça flambait un peu partout, notamment en Italie, et pourtant on disait qu'en France on n'avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de soucis. Nous en Corse, on est assez proche de l'Italie, je me suis dit que ça n'allait pas tarder à exploser. Effectivement, je ne me suis pas trompé, quelques semaines après, c'était, selon les mots du président, la guerre. Donc ça, c'était une des premières contradictions que j'ai pu observer. Après, tout au long de ces 2 ans, j'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs qui se sont multipliés au fur et à mesure. Bon, si tu veux, on peut les voir au fur et à mesure. Oui, on va peut-être pas les détailler, mais c'est surtout ce narratif en fait qui a été construit, mais qui à chaque fois était fait de contradictions. Bon, le plus célèbre cas évidemment, c'est l'usage de masques, qui a été d'abord jugé complètement inutile. On est passé d'inutile à indispensable en quelques mois. Mais on peut parler sur les tests, ça a été à peu près la même chose, il ne fallait pas tester. Le plan testé isolé, les variants, si tu te souviens bien au début quand le professeur Raoult parlait de variants, il était un peu seul. On disait non, il n'y a pas de variants. Bon. Donc tout ça,
Il y a ce moment fatidique, quand même, cette allocution du 12 juillet 2021. Moi, je voudrais savoir, dans ton service et autour par rapport à d'autres collègues, ou quoi, comment ça a été ressenti, et est-ce que c'était vraiment tranché entre les personnes qui avaient déjà fait les injections et qui regardaient de haut, est-ce qu'ils regardaient de haut voilà, ceux qui hésitaient, ou est-ce qu'il y a eu quand même une solidarité et une compréhension vis-à-vis de ceux qui pouvaient être sceptiques? Non, il y avait une compréhension par rapport à ceux qui étaient sceptiques, hein. On ne va pas dire non plus que c'est extrêmement tranché, mais effectivement, on peut quand même sentir une espèce de petit malaise à ce niveau-là, dans le sens que ça clivait en fait au bout du compte les gens qui étaient pour la vaccination ou l'injection et ceux qui n'étaient pas d'accord. Après, ça a été assez malin de sa part, il a fait ça le 12 juillet avant que la majorité des gens partent en vacances, donc du coup on n'a même pas eu trop le temps de trop se concerter ensemble, et en fait, la date fatidique du 15 septembre est vite arrivée, et au bout du compte, chacun est obligé de prendre ses dispositions. Ceux qui voulaient déjà se faire vacciner avant, ben, c'était déjà le cas, donc quelque part pour eux ça ne changeait pas grand-chose. Par contre, pour mon cas, ça a été plus problématique. Je voudrais revenir par rapport à cette allocation du 12 juillet. Comme je te disais juste avant, en fait, ça a été une série de mesures qui fait qu'on arrive que le 12 juillet, c'est un coup de massue sur la tête. Pour essayer de faire comprendre un peu aux gens qui nous écoutent, à l'école, on m'a appris des définitions, on m'a appris des principes éthiques fondamentaux. Déjà, le premier, c'est celui de la santé. La santé qui était un complet, la santé c'est une santé globale, et c'est un complet bien-être physique, psychique et social, et non pas l'absence d'une maladie. Or, là, j'avais l'impression depuis 2 ans, on était en bonne santé si on n'avait pas le Covid. Tout le reste, ça passait à l'as, il n'y avait plus que ça comme priorité. Autre chose qui m'a interpellé par rapport à tout ça, c'est au niveau de la communication du gouvernement. Comme je vous disais, il y a la santé physique, psychique et sociale. Au niveau de la santé psychique, tout cet abattage médiatique au niveau de tous les jours, il y a des morts, vous allez tuer quelqu'un, vous allez tuer papy, mamie, au bout du compte, la santé psychique est mise à mal. Et qui, quelque part, par rapport à ce que j'ai appris, peut justement abaisser nos défenses immunitaires. Et pareil au niveau social, par rapport aux différents confinements successifs, je ne dis pas le premier à la limite, on ne sait pas, on était dans l'inconnu. Mais après, où ils ont juste fermé les lieux de loisirs, ou les lieux de convivialité, donc du coup c'était la santé sociale qui était mise à mal. Et donc je trouvais qu'ils ont vraiment détricoté cette santé globale, et je ne comprenais pas dans quel sens en fait voulait aller ce fameux gouvernement par rapport à tout ça. Et donc il y a ça, plusieurs incohérences qui s'est passées tout au long de ces 2 années. Hein. Donc on ne va pas revenir sur les masques, enfin les masques, ça c'est une chose. Mais je vais prendre l'exemple, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé, c'est quand il y a justement la fameuse histoire de l'hydroxychloroquine, où je me dis on est en guerre et donc on doit mettre toutes les chances de notre côté. Pourquoi mettre... Je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Il y a des études contradictoires, on va dire. Ouais. Exactement. Ce n'est pas mon domaine de spécialité, je suis incapable de vous répondre. Mais ce qui m'a surpris, c'est autant d'énergie de la part du gouvernement pour pouvoir écarter quelque chose, une chance qui nous permettrait quelque part de nous sortir de cette crise. Donc déjà là, ça m'a assez interpellé à ce niveau-là. Je vois toujours au mois de juin 2020, on avait les élus nationalistes qui avaient demandé un Green Pass pour entrer en Corse par rapport à la saison touristique qui arrivait. Et là, à l'époque, c'était anticonstitutionnel. Et pourtant, maintenant, on nous parle de passe vaccinal. Donc, j'ai trouvé ça très incohérent. Un autre exemple par rapport à mon service, plus proche du réel, dans le sens qu'on nous avait promis un après-Covid. Il y a eu le fameux plan Ségur de la santé, bon, il nous a augmenté, je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a rien qui a changé au niveau de la pensée de l'hôpital et de la prise en soin des patients. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de restructuration au niveau même de l'hôpital. On était toujours dans une politique de rentabilité, c'est-à-dire toujours faire plus avec moins. Et ça, c'était une grosse désillusion au niveau du plan Ségur de la santé. Un petit exemple au niveau des moyens, dans le sens qu'on parlait donc pas de moyens de protection au début de la pandémie, mais au mois de mai 2021, j'ai l'agent de service qui s'occupe du nettoyage, donc vous imaginez bien qu'en temps de pandémie c'est très important, elle tombe malade, bon c'était pas le Covid. On appelle la direction, on demande qu'elle soit remplacée, la direction nous répond qu'elle n'a pas d'argent. Et pourtant, 2 mois plus tard, elle a engagé une équipe de sécurité pour contrôler le QR code à l'entrée de l'hôpital. Donc toutes ces incohérences-là
fait qu'après, ils nous disent le 12 juillet, vous devez vous faire vacciner sinon vous êtes suspendu. Là aussi, c'est encore une incohérence, je ne comprends pas. On parle de manque de matériel, on parle de manque de personnel, qu'on ferme des lits parce qu'on n'a pas justement, et que c'est difficile de former un infirmier en 3 ans et des médecins en 10 ans. Et là, du coup, ils suspendent le personnel. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai envie de dire, et je me suis, comment dire, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans tout ça, quoi. Voilà. Et donc au-delà du secteur médical, est-ce que tu as pu aussi être témoin ou ressentir des atteintes aux libertés fondamentales et à quel point cette maladie, ce virus, a pu être orchestré d'autres mesures qui s'écartaient vraiment du plan strictement sanitaire? C'est difficile à dire, je ne suis pas trop un spécialiste à ce niveau-là. Bon, au niveau des libertés fondamentales, je pense qu'on a tous pu le voir. Hein. C'est comment dire, au niveau d'aller et venir, des endroits qui nous sont interdits alors que d'autres non. C'est assez particulier à ce niveau-là, c'est pour pouvoir prononcer. Ce que je remarque par contre, c'est comment est-ce qu'ils ont pu arriver à nous faire accepter justement cette perte de liberté fondamentale. Comment est-ce qu'on est passé au début d'une attestation pour sortir 1 heure autour de chez soi et à 10 km, pour après passer un couvre-feu, que là aussi il faudra qu'on m'explique encore les bénéfices sanitaires à ce niveau-là, pour après avoir un passeport sanitaire provisoire qui devrait s'arrêter au 15 novembre, et maintenant un passe vaccinal, alors qu'à côté il y a tout le monde qui est en train de rouvrir. C'est dans mon domaine d'expertise, je dirais qu'ils ont vraiment créé ils ont créé les conditions de maltraitance pour pouvoir quelque part faire avoir le consentement de la population. Et là, je reviens justement à mes études médicales. Quand on parle de consentement libre et éclairé par rapport à ces injections, mais il est tout sauf libre, parce que sinon on est privé de vie sociale. Donc là, on rejoint ta question par rapport à l'atteinte aux libertés, et il est tout sauf éclairé, parce que justement, on découvre encore tous les jours de nouveaux effets indésirables et d'autres contre-indications. Et voilà, et on a pu être surpris au niveau politique que toutes les structures hors gouvernementales qui sont censées être des garde-fous, justement, qu'on ne puisse pas du jour au lendemain décréter n'importe quelle loi, etc., comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui par le passé avait retoqué, voire s'était opposé vertement à des mesures bien moins liberticides. Bon, je pense qu'il y a un exemple particulier, c'est qu'ils avaient par exemple relaxé Cédric Herrou qui passait des migrants donc légalement sur le territoire ou pas. Et en fait, le Conseil constitutionnel l'avait relaxé au bénéfice de, je crois qu'ils étaient présentés comme le droit inaliénable à la solidarité, donc au niveau national, voire international. En fait, ils avaient ramené ça aux valeurs de la France par rapport à la Constitution et tout. Et donc ça fait tout doucement rire aujourd'hui quand on voit la distinction qui a été faite vacciné, non vacciné, et à quel point là la solidarité n'existait plus, et qu'ils ont pu balayer à quelques semaines d'intervalle. Le Conseil constitutionnel avait dit par exemple début juillet, il me semble, nous acceptons le pass sanitaire à condition que ça n'entrave pas les activités du quotidien. Ça devait être que pour des rassemblements exceptionnels, des trucs. Et quelques semaines plus tard, donc elle a été repackagée avec notamment en même temps que l'obligation soignant, voilà. Et le Conseil constitutionnel n'a plus joué ce rôle. Et ça, on l'observe aussi dans tous les corps, c'est-à-dire que les syndicats très peu présents sur le terrain, inexistants, on peut même aller jusque-là, concernant le droit du travail, donc c'est là où cette affaire, on a du mal à croire à la crédibilité du gouvernement quand il nous dit tout est sanitaire. Et demain on rase gratis et ça ira mieux le 15 mars. Maintenant c'est le 15 mars. On avait eu à l'époque le 16 mai 2020, la vie reprend. On avait eu régulièrement, on a des dates qui sont lancées comme ça. Je me souviens qu'avec des groupes de manifestants en juin 2021, on était en train de se demander, on se disait notre message il est inaudible parce qu'ils ont prévu de tout réouvrir. Et donc on n'avait pas du tout vu arriver le coup de bambou du 12 juillet. Alors qu'en fait la suite a été... Donc concernant voilà, pour en venir vraiment au thème de la démocratie, du coup, quelles sont aujourd'hui les alternatives en fait à ce système presque de... On est dans un parti unique qui impose ses vues et qui va faire... On a vu cet affront qu'il y a eu à l'Assemblée nationale quand
quand ils avaient été obligés d'interrompre à minuit une séance parce qu'ils n'avaient pas fait leur calcul, ils n'étaient pas assez présents, ils n'étaient pas pour une fois majoritaires pour pouvoir dire on continue les débats. Et ça a été ressenti presque comme quelque chose d'un attentat à la démocratie, alors qu'en fait, pour une fois, pour le coup, la démocratie s'exerçait. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en particulier sur le thème donc, de ce manque de démocratie et de garde-fous en fait qui permettrait de contrecarrer en fait la volonté que ce soit un Premier ministre ou un sous couvert du conseil scientifique qui finalement peut décider quasiment du jour au lendemain décréter des interdictions et des nouvelles lois. C'est la parole à Laurence, connue des services. Oui, en fait, je crois savoir qu'on avait pensé appeler ce débat « Sommes-nous encore en démocratie ?» et finalement la transformer en « Sommes-nous en démocratie ?» parce que est-ce qu'on a un jour été réellement en démocratie? Voilà, la grande question est là. Et tant que... voilà, la démocratie, en fait, c'est le pouvoir par le peuple. Et là, en fait, on se rend compte que le peuple, il ne peut plus rien faire. Il n'a pas les pouvoirs. Tout est décidé quasiment par une ou quelques personnes. Donc ça s'appelle une oligarchie et pas une démocratie. Et on se rend compte que les pouvoirs qui sont conférés à une démocratie et qui doivent être indépendants les uns des autres, c'est le pouvoir législatif, constitutionnel et judiciaire. Donc le législatif, ce sont nos élus, donc nos députés. Alors on peut commencer par parler de nos députés locaux. Qui par deux fois ont brillé également, comme le reste, voilà, ont brillé par leur absence lorsque il a fallu s'exprimer à l'Assemblée au sujet du pass sanitaire d'abord et puis au sujet du pass vaccinal. Donc la première fois pour le pass sanitaire, il faudrait que je reprenne mes petites feuilles, mais bon, je vais essayer de faire ça de mémoire. Non, c'est celles qui sont dans mon sac, merci. La première fois, je veux dire, je crois qu'ils ont, il y en a aucun qui n'a voté, mais il faudrait que je vérifie quand même. Mais et pourtant, après, ils nous ont dit qu'ils étaient contre, mais ils ne sont pas allés voter. Voilà, ils étaient contre le pass sanitaire, mais ils ne sont pas allés voter. Ils ne nous ont pas consultés, je veux dire, alors que nous les élisons pour qu'eux votent des lois dans l'intérêt du peuple. Donc à aucun moment les députés n'ont consulté leurs électeurs, donc les citoyens, le peuple, pour savoir si nous étions pour ou contre ce qui allait se décider. Et même quand on les a sollicités, pour essayer d'avoir des entrevues ou au moins se faire entendre en leur écrivant des mails par exemple, on n'a jamais eu de réponse. Ou oui, des réponses hypothétiques, des réunions qui n'ont jamais eu lieu. Je parle pour le député de la première circonscription d'Ajaccio, puisque moi c'est à lui que je me suis adressée, nous sommes plusieurs à s'être adressés à lui. Donc voilà, et la deuxième fois pour le pass vaccinal, ça a été la même chose. Il y en a un qui s'est porté pâle parce qu'il était malade, donc il a donné sa procuration, me semble-t-il, et les trois autres ne sont encore pas allés voter. Donc, et pourtant, ils ont encore dit dans la presse qu'ils étaient contre, mais que de toute façon, tout était joué, donc ça ne servait à rien d'aller voter puisque tout était déjà décidé. Voilà, donc le pouvoir législatif, on peut dire que dans cette démocratie, en tout cas, il n'existe plus, il n'existe pas. Le pouvoir constitutionnel, voilà, quand on sait de qui est composé le Conseil constitutionnel, on a de forts doutes que le Conseil constitutionnel soit encore indépendant et prenne le parti du peuple. Voilà, je crois que c'est pas la peine de rappeler les liens d'intérêt
entre le président du Conseil constitutionnel, qui, je le répète, normalement ça se fait au quorum, et le président du Conseil constitutionnel, quand il faut départager, en fait, c'est sa voix qui l'emporte. Donc c'est notre ancien Premier ministre, bien connu dans une affaire de sang contaminé, qui s'est déclaré, c'était quoi déjà la formule, responsable mais pas coupable, voilà. Donc Laurent Fabius, et donc les liens d'intérêt avec son fils qui travaille chez McKinsey et qui a géré toute la crise sanitaire pour le gouvernement à coût de millions, je sais plus, je crois que c'était 26 millions par mois ou je sais pas, un truc comme ça, enfin, je veux pas dire de bêtises, donc oubliez ce chiffre. Voilà, donc ce pouvoir-là, il n'est plus indépendant non plus. Et donc il nous reste le dernier pouvoir, le judiciaire. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avocats qui tentaient de faire des actions de justice pour essayer de faire tomber et de regagner un peu de pouvoir pour nous. Et à chaque fois, toutes ces actions ont été rebootées, quoi. Donc à partir de ce moment-là, quand les trois pouvoirs qui sont censés composer la démocratie n'agissent plus, je veux dire, non, effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Et petit à petit, ils continuent de grignoter, nos libertés. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou si je repasse le micro. Alors Pierrot. Merci. Moi, j'ai pris quelques petites notes pour ne pas trop m'écarter. Alors, je pars sur le principe qu'il y a une trahison des institutions. La corruption, basta così. Non à une société de contrôle. Aujourd'hui, les ultra-riches se prennent pour des dieux. Rien n'a changé depuis l'époque des pharaons. Puisqu'aujourd'hui, nous avons Ramsès Macron. Alors, notre seule force contre les ultras, c'est de rester unis. Alors, comme vient de le dire Laurence, la démocratie, elle vient du peuple. Elle ne vient pas des gouvernements qui sont en place. Depuis plusieurs années, on est gouverné par des francs-maçons. D'ailleurs, François Hollande ne s'en est pas caché. Regardez, gouvernement de droite, de gauche, de centre, d'ailleurs, et de Papazie, comme je dis, nous retrouvons les mêmes personnes qui murmurent aux oreilles du président. Entre autres, Attali et Lévy, pour nommer qu'eux. Donc les présidents changent, mais eux sont toujours là. Posez-vous la question. Si ceux qui ne savent pas qui c'est Attali et Lévy, ils ont qu'à aller chercher, ils vont le trouver. Donc, c'est pour cela que rien ne change. Au contraire, la machine qui est en place s'accélère. Puisque tout ce qu'a dit Attali il y a quelques années, si l'on ne fait rien, va se réaliser. Depuis l'annonce du virus, la guerre est bien présente. Mais cette guerre, c'est une guerre contre la démocratie. La vaccination de masse pour réduire la population. Cela s'appelle un crime contre l'humanité. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter pour le moment. Perché siamo parlando? Faites-vous plaisir. Je vais m'exprimer en tant que moi-même. Voilà. Je vais revenir sur le mot démocratie. C'est le pouvoir aux dèmes en Grèce ancienne. Les dèmes, c'est qui? C'est les hommes en armes.
Et c'était quoi la grande décision du temps d'Athènes? C'était de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre. Pardon. C'est de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre. C'était la différence avec le régime de Sparte, où c'était les généraux qui décidaient si on faisait la guerre. Athènes, c'était les soldats, les dèmes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas les métèques, les esclaves et les femmes, puisqu'ils ne faisaient pas la guerre, ils n'étaient pas en armes pour donner leur vie et leur sang pour protéger Athènes dans les différentes guerres de l'époque. Voilà. Aujourd'hui, dans la démocratie, tous les citoyens adultes ont le droit de vote. Et normalement, la première décision, c'est de faire la guerre ou pas. Quand avons-nous été consultés sur la guerre néocoloniale en Libye? Donc rien que ça, c'est une preuve, si on en doutait un instant, qu'on n'est pas en démocratie. Parce qu'en démocratie, le peuple doit choisir pas tellement la marionnette ou le pilote de l'avion, mais la destination de l'avion. Or aujourd'hui, on ne choisit plus la destination de l'avion, on choisit dans le meilleur des cas le pilote. Vous prenez l'avion pour Paris, il se pose à Marseille, et on vous dit, mais vous avez choisi le pilote. Super. C'est ça la démocratie de nos jours. On ne choisit plus notre destin, on choisit le pilote, la marionnette, on l'appelle comme on veut. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, on est aujourd'hui dans un régime qu'on pourrait qualifier de fascisme d'extrême centre. On a connu le fascisme d'extrême droite, le fascisme d'extrême gauche, et maintenant, puisqu'on a un régime qui se veut être centriste, on a un fascisme d'extrême centre. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, etc. Et on le voit sur le sujet de la santé. On ne pensait pas le voir sur le sujet de la santé. Il y avait eu le procès de Nuremberg, il y avait beaucoup de choses pour protéger les peuples au niveau sanitaire. Aujourd'hui, les peuples sont traités comme un élevage de bétail en batterie. Donc quand une poule est malade, on donne la même injection à toutes les poules. C'est ce qu'il y a de plus simple pour le vétérinaire d'élevage. Et là, on a une gestion de la maladie par les ministres qui donnent le même traitement à tous les citoyens. Le médecin, le cas individuel n'a plus de place dans la société d'aujourd'hui. Donc on voit vraiment une société fasciste dans laquelle en réalité l'être humain n'est plus traité comme un être humain qui a de la valeur, dont la vie a de la valeur. Dans toutes les religions, la vie humaine a une valeur supérieure. Dans l'humanisme, la vie humaine a une valeur supérieure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société qui a les valeurs chrétiennes ou humanistes ou de n'importe quelle autre religion depuis l'Antiquité. Et c'est un mouvement de fascisme, donc on peut appeler le néolibéralisme, qui est une oligarchie qui décide à la place des peuples. Et là, sur la crise sanitaire, on voit qu'il y a des traitements qui étaient possibles, on voit qu'on nous a imposé de ne pas les faire. À la limite, si on a des doutes, on peut laisser aux gens dans le doute le choix et la liberté de choix. Et on nous a imposé des injections de produits qui rapportent à une industrie qui, effectivement, a les moyens d'acheter, parce que quand on a des milliards, on peut acheter les médias, les politiques et tout ce qu'on veut, les scientifiques. Surtout ceux qui ont une carrière à faire, ceux qui ont fait leur carrière, qui ont leur prix Nobel ne sont pas à vendre. C'est le cas du professeur du prix Nobel de médecine français qui est mort récemment et qui n'a pas eu de... Professeur Montagneux. Voilà, le professeur Montagneux. C'est le cas du professeur Raoult, c'est le cas du professeur Perron, et bien d'autres qui se sont battus, même Madame Vonner aussi, qui s'est battue à son niveau. Donc on voit que tous ces gens-là n'ont pas voix au chapitre, sont écartés, sont victimes d'attaques personnelles, parce qu'en fait on n'ose pas dire le contraire de ce qu'ils disent de façon scientifique, parce qu'encore une fois, en démocratie, le pouvoir au peuple, ça veut dire que le peuple peut comprendre ce qui lui arrive. On est tous là dans la salle capables de comprendre comment un avion vole, pourquoi un avion vole. C'est-à-dire que les grandes lignes du destin, on peut les comprendre. En revanche, faire un avion dans son jardin, très peu d'entre nous sauront le faire. Donc en réalité, la démocratie, l'objectif du siècle des Lumières, c'était que le peuple puisse avoir un niveau de culture suffisant pour s'approprier son destin. Ça ne veut pas dire être tous spécialistes, mais ça veut dire être tous capables de comprendre les grandes lignes de ce qui nous arrive, et donc on a tous le droit d'avoir un avis sur la médecine, on a tous le droit d'avoir un avis sur l'épidémiologie, sans être médecin ou épidémiologiste, ou spécialiste ou expert d'un domaine. De même qu'on a tous la capacité de conduire une voiture, on n'est pas tous capables de la réparer de A à Z. Mais certains peuvent remettre de l'huile ou de l'essence, peu importe. Voilà. Donc c'est cette idée-là qui est que la démocratie, c'est aussi le fait d'élever le niveau de culture générale à un niveau suffisant, qui n'est pas extraordinaire, mais qui permet de comprendre les grandes lignes de ce qui nous arrive, et au peuple de choisir dans les grandes lignes son destin.
Voilà, donc, moi, je voudrais quand même une note d'espoir, c'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui ont l'argent et qui en réalité ont le pouvoir aujourd'hui, parce que dans les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, il y a aussi le pouvoir de l'argent, qui aujourd'hui transcende et domine tous les autres, à l'aide du pouvoir médiatique qui est à vendre, hein, donc les médias sont achetés, et du coup les quelques milliardaires qui les détiennent en France comme ailleurs, parce que c'est un phénomène mondial, dans tous les pays, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas un complot, c'est juste une mécanique. Donc cette mécanique étant la même partout, Pfizer a les moyens d'injecter partout des milliards, les GAFA ont les moyens partout aussi de prendre le pouvoir. Donc c'est un peu ce phénomène auquel on est confronté. Et pourquoi ils achètent des médias? Parce qu'ils ont besoin de fabriquer le consentement. Et c'est là que nous avons quand même encore un reste de démocratie, c'est qu'on a encore le pouvoir de s'exprimer. C'est vrai, dans certains cercles, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des choses qui sont verrouillées. Il y a du management, entre guillemets, hein, du Mannschaftsführung, comme disaient les Allemands du temps des nazis. Le management, c'est une notion qui n'est pas du tout démocratique, c'est une notion de domination. Mais malgré tout, dans beaucoup d'endroits, on peut encore s'exprimer. Et notre opinion et les opinions de ceux qui sont autour de nous ont de la valeur. Parce que si les milliardaires dépensent autant pour conditionner l'opinion, c'est que l'opinion a encore de la valeur et encore une importance. Donc c'est là qu'on peut faire des choses. Par exemple, quand vous regardez les Antillais, nos amis antillais qui ont une opinion différente de la métropole, eh bien ils ont choisi, pour certains, de ne pas se faire vacciner. Et ils ont été suffisamment nombreux pour que finalement, le processus s'arrête beaucoup plus tôt que chez nous. Voilà. Donc on a encore des moyens. Là, on a encore le moyen de refuser le partage de toutes nos données de santé avec les GAFAM et n'importe qui du corps médical en allant sur Amélie et en remplissant le formulaire sur Internet. Voilà, donc il y a encore des moyens, mais c'est vrai que ces moyens redeviennent à notre niveau parce que les niveaux au-dessus ne sont pas simples et ceux qui ont l'argent sont capables de faire sortir des candidats, etc. et de discréditer ceux qui ne leur conviennent pas. Merci. Je vais juste rajouter, pour aller dans le sens de ton discours, y a eu en fait, ils ont réussi à créer ce truc qui fait se dire aux petits citoyens, ça c'est pas pour moi, ça c'est un niveau trop élevé. En fait, il y a une acceptation, et je me souviens, donc, le dernier référendum maintenant qui date de 17 ans, ça aussi on pourrait en parler parce que qu'il y a aussi peu de référendums dans un grand pays comme la France, quand on a à côté le voisin suisse qui c'est presque caricatural parce qu'il faut voter tous les 15 jours. Bon, peut-être que c'est pas en arriver là, mais peut-être il y a un juste milieu à trouver. Et en fait, ouais, l'exemple du vote de 2005, et je sais que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui disaient mais ça ils devraient décider des gens d'en haut, bon, c'est trop technique pour nous et tout. Ils avaient accepté en fait qu'ils n'avaient pas d'avis à donner, qu'eux ils n'étaient pas légitimes. Et donc notamment, voilà, et c'est le but aussi de cette émission, c'est mettre fin à cette république des experts, et que de la même façon, moi je réponds toujours quand on me dit je ne suis pas docteur, dans ce cas-là, il faut être cinéaste pour pouvoir apprécier un film, il faut être, pour parler de football, il faut être footballeur professionnel, enfin, c'est à tous les niveaux. Le journaliste politique peut être très bon, il n'a pas fait forcément de politique auparavant, enfin, on peut le décliner, voilà, à tous les niveaux, et il ne faut pas se laisser ce truc ad hominem de cette attaque de dire vous n'êtes pas légitime. Donc, puisque le sujet c'est pas la personne, c'est ce qu'on met au milieu, c'est le fond. Donc je sais pas qui c'est qui voulait. Laurence. Oui, pour rebondir. Du coup, j'ai un petit peu lu ce que je voulais dire. Oui, par rapport aux médias, en fait, les médias, ils sont censés être le contre-pouvoir. Et effectivement, en les achetant, ça peut être un contre-pouvoir, les médias. Je veux dire, donc, mais en les achetant et en les finançant, forcément, je veux dire, ils sont au service de celui qui le nourrit, de ceux qui les nourrissent. Donc, je veux dire, nous, on ne va pas nous donner la parole dans les médias, ou alors pour nous ridiculiser le plus souvent. Donc, ce contre-pouvoir-là, ce contre-pouvoir médiatique,
et ben, je veux dire, il a disparu. Donc il a fallu qu'on apprenne à se réapproprier un espace pour pouvoir, je veux dire, se faire entendre. Donc ben, ça a été la rue, effectivement. Et pour rebondir sur les Antilles ou la Guadeloupe, je veux dire, oui, effectivement, ils étaient contre, ils se sont fait entendre d'une façon forte, voire parfois violente. Je veux dire, et c'est vrai que si je peux me permettre de faire un petit parallèle, parce qu'on est toujours en train de se pointer du doigt là ici en Corse, parce que la Corse n'a pas abordé de la même manière que la Guadeloupe. Je veux dire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cédé à la vaccination en Corse, malgré tout ce qu'on a voulu nous faire croire, puisqu'au départ on a dit la Corse, ce sont les meilleurs élèves, ils sont tous vaccinés, bravo, bravo, vous êtes super et tout. Donc et en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient pris toutes les personnes qui étaient venues en vacances et qui s'étaient fait vacciner, en fait ils les avaient mis dans les statistiques. Et effectivement, donc on était la région, enfin les départements, je veux dire, voilà, les premiers de la classe. Ils voulaient nous donner une belle image. Et puis finalement, ben, quand on prend les chiffres, alors là, ça fait un petit moment que je ne les ai pas regardés, mais et ça a dû changer d'ailleurs depuis, peut-être dans le bon sens, encore plus dans le bon sens, mais je crois que nous sommes à peu près 340 et quelques mille habitants en Corse, et ben, il y avait un tiers de la population quasiment qui n'était pas vaccinée. Et là, je pense que ça a augmenté parce qu'il y a... Voilà, là, ça a augmenté parce que y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas faire la 3e dose. Enfin, je crois que c'est la 3e, je ne sais plus où on en est, 3e, voilà. Donc, ça a dû augmenter. Et puis, du coup, ils testent les chiffres parce que comme maintenant, on n'est plus les premiers de la classe, on ne dit pas trop que la Corse... Mais ce que je voulais montrer, c'est que je pense que c'est aussi une façon de lutter, peut-être beaucoup plus silencieuse. Mais voilà, les résistants, je veux dire, enfin, si je peux faire un petit parallèle, ils ne se promenaient pas avec une étiquette je suis résistant. Il y a, enfin, voilà, lors de la dernière guerre. Donc il y a des gens qui résistent, qui ne le montrent pas, mais qui résistent, effectivement. Et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de déloger des gens qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas, voilà, pointer en disant oui, lui, il est contre. C'est des gens qui passent inaperçus. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé les avoir à côté de nous, hein, au moment opportun. Je veux dire, si on avait été plus nombreux, ça aurait été bien dans les rues. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ce que je voulais aussi noter, c'est qu'il y a une pétition, j'en parle souvent, mais il y a une pétition qui a circulé au niveau local contre le pass vaccinal et qui a recueilli quasiment 6000 signatures sur la Corse. Donc voilà, je veux dire, donc oui, sur les lignes bougent, voilà, oui, sur la Corse, une pétition locale, voilà, 6000, à peu près 6000 signatures. Donc voilà, il y a 6000 personnes quand même qui ont signé une pétition contre le pass vaccinal en Corse. Donc il y a des gens qui résistent. Et d'autre part, par rapport à l'espace santé, donc voilà, je veux dire, alors il faut savoir que quand vous allez, pour dire que vous ne voulez pas donc ouvrir votre espace santé, au départ, oui, vous cherchez, en fait, vous tapez espace santé, mais vous n'êtes pas sur Amélie. Ça a été séparé, donc c'est plus la sécurité, la CP, je sais pas comment on appelle ça, pas la SPA, mais l'assurance santé, voilà, je cherchais sécurité sociale, mais assurance maladie. Donc c'est un espace qui n'est pas géré justement par l'assurance maladie. C'est un espace qui est géré de façon à récupérer vos données, mais c'est, je veux dire, en collaboration, bien sûr, avec l'assurance maladie, mais qui est géré, je veux dire, par vos données, en tout cas, sont gérées par 3 entreprises différentes, dont 2 affiliées à Microsoft et une pauvre petite française, je veux dire, mais qui, enfin voilà, je veux dire, donc, ils sont déjà en train de tout tronçonner, de tout diviser.
Et là encore, bah, ça n'est pas démocratique parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Il n'y a aucune légitimité démocratique à ce qu'ils font depuis plusieurs mois et voire plusieurs années. Mais là, depuis plusieurs mois, on s'en est vraiment rendu compte. Avant, on faisait un peu moins attention. Et bah, tout ça fait qu'effectivement, il nous amène vers un État autoritaire, parce que ce n'est plus ils ne font plus de l'autorité, ils font de l'autoritarisme maintenant depuis des mois. Donc oui, nous avons totalement quitté la démocratie, et tout ce qu'ils font au nom de cette démocratie est totalement illégitime. Voilà. Alors moi, je vais repasser sur les médias, comme tu en as parlé tout à l'heure. Encore une fois, les médias sont à l'honneur. Un accident prévisible, ce n'est plus un accident, c'est un délit. Il y a quelques jours, le décès d'une jeune fille de 16 ans, après injection. Elle n'avait aucun problème cardiaque. Pourtant, elle a fait moins d'une semaine après la deuxième injection, 2 crises cardiaques, une thrombose, et puis elle est morte. L'autopsie a révélé une embolie pulmonaire massive, inexpliquée. Et les médecins légistes n'ont pas donné d'explication claire sur cette étrange embolie chez cette jeune fille en parfaite santé, avant la double injection. Silence assourdissant des médias, grand public. Est-ce du mépris ou du déni? D'accord? Donc, on va continuer. Il n'y a pas si longtemps que ça, les mêmes médias n'hésitaient pas à s'attarder sur chaque mort attribuée au Covid. Rappelez-vous, on en rajoutait à chaque fois. Quand il y en avait un, on disait qu'il y en avait 10. Aujourd'hui, elles sont muettes quant au décès douteux après injection du vaccin. C'est le nom qu'ils leur donnent, car ça n'est pas un. Les preuves sont là aujourd'hui. On vous injecte un produit pour faire chuter vos défenses immunitaires, cherchez l'erreur. Moi, je ne vois pas l'intérêt de me faire injecter quelque chose pour faire chuter mes défenses immunitaires. Je ne sais pas. Maintenant, si on m'injecte quelque chose pour que je sois plus performant, à la rigueur, je suis dopé, je le comprends. Lorsque c'est nous qui disions que l'injection abîmait le système immunitaire, nous étions traités de complotistes. Rappelez-vous. Mais lorsque c'est le porte-parole qui le dit, il n'y a plus de complotisme là. Alors une petite magagne. Et les shadows que pompait. Là, tu peux nous dire. Reste asile. L'aveu, même pas déguisé, de Delfrécy, donc le président du conseil scientifique, qui a dit, alors en fait, c'est particulier, c'est un vaccin-médicament. Bon, moi j'ai beau ne pas être docteur, quand vaccin-médicament égale traitement. Donc dans ce cas-là, on se pose la question, pourquoi ce traitement-là, et dans ce cas-là, on n'ouvre pas la porte à d'autres traitements, et pourquoi n'est pas remis en cause l'AMM conditionnelle. J'avais posé la question la semaine dernière à Anne-Laure, donc, qui a travaillé dans le médical, qui était visiteuse médicale, et notamment présenté les produits de Pfizer, donc elle connaît très bien les protocoles, tout ça. Et je vais peut-être me retourner vers Jean, justement, par rapport à... Donc toi, par rapport à, qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'éthique médicale, en fait, de dire comme ça en cours de chemin, en fait, ce qu'on vous a vendu pendant plus d'1 an comme un vaccin, ben, l'aveu, c'est un vaccin médicament, et c'est comme ça, il faut le prendre tous les 3-4 mois. Bien, bon, différence entre vaccin et médicament, ou traitement prophylactique, excusez-moi. Voilà. C'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire, pour faire la différence. Mais j'aimerais rebondir sur ce que disait le collègue au niveau justement de l'élevage, qu'on est tous des poules et qu'il y en a une poule qui est malade et qu'en fait on administre un traitement et pour guérir tout le monde.
Ce qui m'a surtout frappé lors de cette crise, c'est qu'en fait, au bout du compte, justement, par rapport à l'éthique médicale, c'est qu'ils se sont assis sur des siècles et des siècles de connaissances et d'histoire. Le premier vaccin contre la variole a été fait en 1796. Il a été rendu obligatoire en France au début des années 1900. Et 50 ans plus tard, quand l'Organisation mondiale de la santé fut créée, donc en 1948, quand ils ont émis donc la définition de la santé, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand ils ont émis les 4 principes fondamentaux de l'éthique médicale, 50 ans, donc 150 ans après la création du premier vaccin, et on parle donc de la santé mondiale, il n'y a pas de s'injecter un traitement pour pouvoir justement protéger autrui. Et pourtant, on parle de santé mondiale et de santé publique notamment. Les 4 principes fondamentaux éthiques sont l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le choix de la personne qui se fait injecter. On lui propose quelque chose, c'est lui qui doit décider si oui ou non il le prend. Deuxième principe, c'est le principe de bienfaisance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bénéfice-risque pour sa personne. Pour ma part, une personne qui aurait des comorbidités, qui serait âgée et tout ça, s'il veut se faire injecter, il aura un bénéfice. Par contre, un gamin de 12 ans, on lui dit qu'il n'a pas forcément de risque par rapport à cette pathologie de se faire injecter un produit pour aller se boire un café ou aller au cinéma, j'appelle pas ça de la maltraitance. Troisième principe, le principe de non-maltraitance, justement. Ça, c'est un peu ce que je vis actuellement. C'est quand on me dit tu ne te fais pas injecter, ou alors tu es suspendu, tu ne travailles plus. En s'asseyant surtout les droits du travail, comme on disait tout à l'heure. Et le dernier principe, le principe d'équité. Donc là, dans ce genre de cas, il faudrait que ce soit réparti égal à tout le monde. Ça, on va dire qu'au niveau national, c'est respecté, mais si on suivait la doxa du gouvernement au début de cette campagne d'injection, il fallait vacciner la terre entière. Et on voit très bien que justement au niveau des pays du Sud, ce n'est pas le cas, donc ce principe-là n'est pas non plus respecté. Et donc là, sous le prétexte de cette crise, ce n'est pas la première pandémie qu'on a vécue, je ne vais pas revenir sur l'historique à ce niveau-là, hein, mais ce ne sera surtout pas la dernière. Et si à chaque fois qu'on va subir ce genre de crise, on va devoir justement tout chambouler, s'asseoir sur l'histoire et sans pour autant prendre expérience des erreurs qu'on a pu faire par le passé, et ça risque d'être problématique dans l'avenir. Voilà. Et je pense que justement si ces principes ont été mis, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, je vous remercie. Si quelqu'un veut rebondir là-dessus, je sais pas. Notamment. Je conclue juste un truc, voilà, encore une fois, nulle part on nous dit on s'injecte quelque chose pour protéger autrui. Ça n'existe pas dans les principes fondamentaux de l'éthique médicale. Voilà. Moi, tu as parlé de l'équité donc au sens médical, et justement, je trouve qu'il y a une passerelle avec l'équité médiatique, c'est-à-dire de la présentation des faits tels qu'ils ont été faits tous les soirs aux journaux télé, c'est-à-dire donner un ordre d'idée, une proportion aux gens, parce que quand on annonce un nombre de morts d'une maladie précise, de la manière dont ils l'ont fait, ça pouvait être que spectaculaire. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de... Mais s'ils avaient donné dans la colonne d'à côté peut-être le nombre de gens morts du cancer, morts d'AVC, les morts d'accidents de la route, enfin voilà, donner une proportion en fait par rapport à la population, et à quel point un nombre brut tout seul n'est pas significatif en fait. Donc c'est aussi... L'équité, c'est aussi en ce sens-là. Sur ça, je dois rajouter quelque chose. Normalement, en épidémiologie, on met les compteurs à zéro pour chaque maladie à zéro. Or, là, pour cette pathologie, on dirait que c'était fait pour impressionner. Ils ont continué à garder la somme des chiffres. On additionne depuis fin 2019, en fait, hein, parce que, oui. C'est ça. Forcément, c'est spectaculaire. Peut-être quelqu'un pour le mot de la fin, en tout cas, de cette première partie, parce qu'après, bon, on essaye de faire un format quand même qui soit assez audible et intelligible. Mais après, rien n'empêche évidemment de continuer la discussion en off. Jean-Claude. Oui. Alors, j'ai bien écouté, on parle beaucoup de la vaccination, on parle beaucoup de cette pandémie, parce que personnellement, je n'adhère pas au mot pandémie. Je pense qu'il y a une pandémie de tests, parce qu'on nous a d'abord parlé des morts, ensuite on nous a parlé des cas, et après des tests positifs. On ne parlait plus des morts, on ne parlait plus des malades. Et chaque fois qu'on veut faire remonter un petit peu la crainte dans la population, on nous parle des gens testés. Voilà, bon. Mais en fait, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire
la perte progressive des derniers droits démocratiques, des dernières libertés, entre guillemets, démocratiques dont on pouvait bénéficier. Or, le plan de ces gens-là, qu'ils soient chez nous, en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs, c'est l'asservissement de la population. C'est-à-dire d'arriver à avoir des sociétés dociles, il n'y a plus de syndicats, les gens vont travailler sans rien dire. En plus, bon, si on adhère à certains courants de pensée, on peut dire qu'il y a un peu trop de monde sur la planète. Donc, tant qu'à faire, on écrème un petit peu. Hein, voilà. Alors que ce soit par le vaccin, comme certains le disent, moi je ne vais pas m'avancer là-dessus, que ce soit par autre chose, par des conflits, parce qu'on parle de la dernière grande guerre mondiale, mais ça n'a pas arrêté, il y a eu des conflits de tous les côtés. Mais finalement, les conflits, les maladies, tout ce qu'on veut, ça n'arrive pas suffisamment à enlever du monde, parce qu'il y en a toujours davantage, hein, d'après eux. Donc, les campagnes de stérilisation qu'on a fait en Inde, les campagnes indirectes en Afrique où on a soi-disant vacciné des gens, mais en fait c'était des produits qui stérilisaient, comme ça s'est fait au Kenya. Ben oui, mais c'est pas suffisant, donc il faut taper un peu sur les pays industriels, il faut taper partout où on peut. En fait, c'est ce qu'ils font, hein, en fait. Hein. Donc, pour en revenir à la perte de démocratie, ce qui, à mon avis, va suivre, et ce qui commence à transpirer un petit peu, c'est un chaos économique. Il faut s'y préparer, il faut se préparer à ça. On en ressent déjà les petits effets, c'est-à-dire tout le monde a remarqué une inflation qui va de plus en plus vite, hein, le carburant, la nourriture. Il suffit de comparer à 10-15 jours d'intervalle, on voit que beaucoup de choses augmentent comme ça bizarrement dans les rayons, hein, et puis le carburant, on le voit aussi. Donc, bon. Et on veut en arriver par ces mesures, ben je pense à rendre la population docile, parce que s'il y a un chaos économique, eh ben ils viendront nous sauver, évidemment, puisque c'est eux qui ont organisé le chaos, donc on viendra nous sauver, et on nous dira, bon, on vous sauve, mais après il faut être gentil. Hein. Le plan Marshall, en fait. Après, oui, un plan Marshall, un plan Marshall, sauf que là, il viendra en temps de paix, ou alors de guerre, comment on peut appeler ça, une guerre médicale, une guerre sociale, une guerre sociétale, une guerre, j'en sais rien, enfin une sorte de guerre entre ceux qui sont au-dessus, et puis le peuple de tous les pays, hein, quel qu'il soit. Hein. Donc, ça, c'est ce qui va certainement se passer. Après, le problème, c'est quand. Là, on va avoir une accalmie, paraît-il, à partir du 15 mars. Évidemment, il y a des élections. Donc, mais après le résultat des élections, quel qu'il soit, et qui que ce soit, qui passe, étant donné qu'on a le choix maintenant entre la peste, le choléra et peut-être le typhus. Donc, je ne parle pas de maladies extrêmement bénignes qui tuent énormément comme la Covid. Moi, je parle de maladies qui risquent de nous faire vraiment beaucoup de mal. Donc, oui, au cerveau, puis même à notre vie tout court, hein, simplement, de vivre dans des conditions très difficiles, où on aura pratiquement perdu beaucoup de liberté. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que je vois pas mal de gens, je parle avec beaucoup de gens, et ils ne sont pas informés, très très mal informés. Ils n'ont pas envie de s'informer. C'est vrai que c'est un peu de leur faute aussi, mais ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire, bon, c'est des personnes qui ne vont pas aller chercher sur les réseaux sociaux, ils regardent la sainte télévision et les saints journaux, c'est-à-dire Le Monde, j'ai cité Le Monde, Le Monde, Corse Matin, voilà, et des journaux comme ça, donc il n'y a qu'une vérité en quelque sorte. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, c'est la vérité absolue. Et donc ils sont très mal informés. Mais par contre, ce qui m'effraie un peu davantage que ces personnes qui, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, ne vont pas sur les réseaux s'informer, c'est par contre beaucoup de jeunes qui, eux, vont sur les réseaux, qui, eux, peuvent avoir accès à l'information. Ils ont l'habitude, ils manipulent ça avec
une maestria extraordinaire, eh bien ça ne les intéresse pas. Je parle avec des jeunes, ils s'en foutent. Ils sont bien. Bon, ils ont le pass vrai ou pas vrai, peu importe, mais ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pour aller au resto, aller plus dans les boîtes parce qu'il ne peuvent plus. Enfin, si, ça y est. Ça a été rouvert. Enfin bon, voilà, donc ils vont là où et ils s'estiment très heureux comme ça. Alors quand je leur dis qu'il y a pas mal d'années, la liberté c'était quand même sans condition, malgré qu'on était dans une démocratie qui tombait petit à petit, mais enfin on avait des libertés qui étaient sans condition, ben non, ça leur paraît incompréhensible, quelque chose qui ne les concerne pas. Alors, on a peut-être, les personnes qui s'intéressent comme nous à ce qui se passe, un rôle d'information à faire, c'est-à-dire parler avec les gens, les informer. Et j'ai vu qu'à Bastia, aujourd'hui, il y avait sur la place Saint-Nicolas la mise en place de 2 stands d'information. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça aura donné quelque chose, mais en tout cas, le fait d'informer les gens de toutes les manières possibles, ça me paraît important. Parce que c'est comme la Gardère, s'ils ne viennent pas à nous, ben, il faut aller à la Gardère, quoi. Donc il faut donner l'information s'ils ne viennent pas la chercher, hein, je pense. Voilà. Et que rajouter à part ça? Eh bien, oui, informer les gens, informer les jeunes, de toutes les manières possibles, surtout sur la perte de liberté individuelle, le fait de devenir des sujets dociles, des sujets qui n'auront pratiquement plus aucun droit, si tant est qu'il nous en reste encore quelques-uns. Voilà. Donc en fait, c'est là où ça peut sembler accessoire ou dérisoire de faire le genre d'opération qu'on fait ce soir, mais je pense que c'est important de se réapproprier les espaces, de faire ce genre d'agora, d'échanger, c'est vivifiant, voilà, intellectuellement, et ressortir avec des pistes. Alors, ce que disait André, justement, qui nous accueille ici dans son restaurant l'autre fois, c'est que effectivement, on se lance dans une soirée où finalement on repart avec plus de questions qu'on en avait en arrivant. Et ça, je trouve ça hyper sain, hyper démocratique, et justement, et propre à l'humain, et je pense qu'il ne faut pas perdre ça. Là, je voulais terminer parce qu'il y avait une émission que j'aimais beaucoup, qui était présentée par Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, sur le service public, donc qui quand même, par rapport aux horaires de diffusion qui étaient anarchiques, 22h45, 23h, 23h30 des fois, faisait quand même une audience assez considérable. Et bon, il faut croire que, je crois que c'est au moment d'un changement de gouvernement justement que l'émission a sauté. Donc comme d'habitude, l'indépendance de France Télé n'est plus à démontrer. Hein. Jugé sûrement, voilà, que cette émission était trop intelligente pour le grand public, donc on l'a supprimée. Depuis, Frédéric Tadei est allé sur Internet, du coup, présenter sur RT, voilà, essayer de faire un équivalent. Et il conclut toujours ses émissions par un morceau musical. Et donc là, ce soir, on a la chance aussi d'avoir des artistes parmi nous. Et notamment, il est déjà en place, Lénaïque, hein, je sais que tu veux être discret, mais on va quand même dire ton prénom. Totalement improvisé. Voilà, totalement improvisé, on ne savait pas, oui, il est là, oui. Donc peut-être, on va le laisser s'exprimer quelques minutes, hein, autre chose. Un petit mot. Oui, parce que vous parliez des tests PCR. Je voudrais ajouter que quand on avait été reçu à l'Assemblée, à la collectivité de Corse, la responsable santé, Mme Faradzi, avait répondu quand je lui avais demandé pourquoi vous ne posez pas la question aux laboratoires qui font les tests PCR, à combien de cycles d'amplification ils travaillent. Elle m'avait répondu non, vous comprenez, ce sont des laboratoires privés, on ne peut pas demander ça. Donc j'étais un peu surpris parce que je lui ai dit quand même, vous savez qu'au-dessus de 25 cycles d'amplification, ça ne veut plus dire grand-chose, même si en plus à la base, on sait que ça ne sert pas trop à grand-chose. Et ensuite, quand on avait été reçu à l'ARS par l'ancienne directrice, Madame Le Sen, elle m'avait répondu à cette question que c'était comme partout sur le continent, en Europe, à 45 cycles.
Et du coup, je lui ai dit, mais vous savez qu'au-dessus de 25 ça ne veut plus rien dire. Eh ben, elle n'avait pas l'air au courant. Donc voilà. Ensuite, pour reparler de la liberté d'expression et de la démocratie, vous avez parlé des médias mainstream tout à l'heure. On sait qu'ils ont touché je ne sais pas combien de milliards. Ils ont été subventionnés par l'État français. Donc comment voulez-vous que ces gens-là ne nous dictent pas ce qui est en fait notre liberté, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. C'est eux qui nous dictent tout. Ils nous disent pour qui on doit voter, ils nous disent ce qui est bon pour nous, ce qui est bien, qui n'est pas bien. Donc comment faire pour croire ces gens-là, sachant qu'ils ont été subventionnés par l'État et que forcément ils sont obligés de se coucher devant eux, parce que c'est le terme. C'est comme, je considère que beaucoup d'élus en Corse n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent et préfèrent, même ceux qui ont un penchant un peu indépendantiste, soi-disant, préfèrent se taire et laisser les gens se faire priver de leur liberté et se faire injecter un produit, sachant que la vaccination c'est un os à ronger selon moi. Il y a, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, il y a d'autres choses dans leur plan. C'est forcément le contrôle des populations, on va vers un crédit social. Donc en fait, nous, le message qu'on passe, c'est que c'est pas seulement la vaccination, l'injection, on va dire qu'il faut refuser, mais c'est toutes les mesures gouvernementales qui ne veulent plus rien dire. On est dirigé par une bande de personnes qui sont tenues par le pognon, on va dire. Donc c'est comme une mafia, ouais, une mafia légale. Voilà. Donc la servitude volontaire, c'est vers ça. Ouais. C'est vers ça qu'ils veulent qu'on glisse, exactement. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va conclure en musique. Et je terminerai par... je remercierai encore André pour son accueil. Et bien sûr Maga, qui en tant que candidat nous ouvre cet espace de liberté. Et donc avant de te laisser place, peut-être terminer par le cri de guerre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là la semaine dernière. On a un cri de guerre spécifique. Peut-être on a Pierrot qui peut nous le lancer. Forza! Forza Corsica! Et on laisse la place à l'artiste.
La semaine prochaine, c'est toi.